Yes, merci beaucoup. On est ravis d'être avec vous. Alors pour démarrer, je vais commencer par vous présenter l'équipe. Alors on a Laurent qui est notre lead tech, que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres conférences ou sur les réseaux. On a Simon qui est designer avec nous. Et là depuis peu, on a aussi Thibaut qui est software engineer qui nous a rejoint. On a aussi des core contributeurs. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce que c'est. Donc, c'est des personnes qui travaillent avec nous, qui dédient du temps sur le design system, mais qui l'ont plutôt en mission annexe. Je vous l'écrirai juste après. Et puis, je termine par nous. Donc, enchantée, moi, c'est Sabrina. Je suis lead design sur design system. Auparavant, je travaillais sur deux projets. Je partageais mon temps entre le design system et un projet qui s'appelle Decathlon Outdoor. Et depuis quelques mois, j'ai basculé à 100% de mon temps sur ce projet-là dédié. Et je suis accompagnée de Marie, donc je te laisse la parole pour te présenter. Enchantée, ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi c'est Marie, je suis senior product designer du coup chez Decathlon, côté équipe design system, mais aussi dans une business unit qui s'appelle Member et qui du coup gère toutes les expériences en fait liées autour du membre Decathlon, donc par exemple le compte client ou le login. Et voilà, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je suis sur ces deux missions principales là. Voilà, je te redonne la main du coup. Yes. Je vous propose de vous montrer un petit peu plus largement la communauté, donc comment c'est structuré. Je vous parlais de la core team qu'on voit juste là au centre en bas. Donc la core team, c'est nous. C'est une petite équipe pluridisciplinaire qui va dédier 100% de son temps, ou une grosse partie comme Marie, 50%, au design system. Et c'est vraiment écrit dans leur mission, en fait, ça fait partie de leur travail au quotidien. Après, on a des contributeurs qui, eux, ont plutôt une mission annexe. C'est un peu on appelle ça un side project, donc un projet à côté, en annexe. Ça va être entre 10 et 20% de leur temps qui passent avec nous pour construire le design system. Ensuite, on a toutes les communautés. Donc les communautés chez Decathlon, ça va être des communautés tech, mobile, web, des communautés design ou product manager qui suivent le projet, qui le consomment, qui nous font des retours et qui font partie de notre communauté. Et enfin, on a ce qu'on appelle des watchers. Alors oui, toute la présentation va être en anglais, j'en suis désolée. Belle faute d'orthographe en plein milieu. Et avec des petites fautes en plus. Non, alors c'est en anglais parce qu'on travaille à l'international. Decathlon, c'est présent dans 60 pays. Et donc tous nos documents, toutes les infos sur Design System seront en anglais. On vous les commente en français, pas de panique. Donc les watchers, comme je disais, c'est des personnes qui ont un intérêt pour le design system, qui vont le suivre, mais qui ne mettent pas forcément les mains dedans. Par exemple, un product manager, un product owner va être intéressé par le design system, va suivre, regarder les news, mais il ne le consommera pas réellement au quotidien. Ça peut être aussi des sociétés externes. Notre design system, il est open source. Donc on est aussi suivi par d'autres entreprises. On essaye au maximum d'interagir avec les communautés extérieures. Et c'est du coup des watchers. C'est comme ça qu'on les appelle dans notre structure d'équipe. Voilà, donc on vous les a remis juste après pour aussi les mettre en avant. C'est toute la communauté qui contribue au quotidien au design system, partout dans le monde. Donc il arrive en fait, étant donné que le projet est open source, qu'on ait des contributions extérieures, très ponctuelles, ou juste des feedbacks, des remontées de bugs ou ce genre de choses. Voilà pour la présentation. Excusez-moi, Sabrina et Marie, est-ce que vous pensez que vous pourriez mettre la présentation en plein écran? Je sais pas si je peux mettre en plein écran plus que ça. Comme ça, c'est mieux peut-être? Ouais, ça va être un peu mieux, merci beaucoup. Ouais. On vous voit pas Comme du ça, on tout, vous hein, verra mieux. mais on est un peu à l'aveugle, donc n'hésitez pas. Enfin, si vous faites coucou, on vous voit pas en fait. Ça marche. Pas de double écran du coup. Du coup, je vais enchaîner. Vous avez déjà eu des présentations sur le design system en début de semaine, donc je pense que on va pas forcément rappeler ce que c'est un design system, mais plus nous dans notre contexte à Decathlon. Ça nous a permis en fait de répondre à trois problèmes majeurs en fait qu'on avait juste avant la mise en place du design system il y a 2 ans. C'est sur trois thématiques principales. Donc, ça répond principalement à un besoin d'efficacité. Enfin, ça revient souvent dans les verbatims de nos utilisateurs et nos consommateurs qui vont dire qu'en gros, ça va les aider à accélérer forcément la conception d'interface,
mais aussi à être, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à être aussi créatif. Parce qu'on fonctionne en fait vraiment en mode atomique, c'est-à-dire qu'on compare souvent à des briques de Lego, mais c'est une bonne image. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre plein de choses à disposition et après, chacun, en fonction de son contexte, il va pouvoir créer à partir de ces briques, en fait, à partir de ces molécules, si on repart sur le design atomique, ça permet vraiment de créer plein de choses. Il y en a aussi qui vont dire que ça leur permet aussi de garder en fait de la cohérence sur leur produit qui va être disponible sur plusieurs plateformes, parce qu'on va le dire tout au long de la présentation, mais on est disponible aussi bien sur le web que sur le mobile natif iOS et Android. Donc c'est vraiment aussi pour garder de la cohérence à travers ces trois plateformes-là. Et après, ça va leur aider aussi à prendre des décisions facilement. C'est-à-dire que pareil, on peut faire la métaphore avec une recette. Plutôt que de se concentrer sur les ingrédients, bah, ça va être plus facile de se concentrer sur comment on va faire la recette, les étapes de la recette, etc. Donc nous, plutôt tout ce qui est autour de justement l'expérience utilisateur, l'ergonomie, les micro-interactions, enfin vraiment le flow global de l'expérience utilisateur, plus que est-ce que je dois utiliser plutôt tel ou tel bouton? Normalement, ça, c'est le design system vraiment qui va venir aider à cette prise de décision-là. Et en deuxième, après, c'est vraiment, nous, sur l'accessibilité, on avait un gros biais sur le digital, en tout cas vraiment sur l'accessibilité de nos interfaces. Là, on s'est fait auditer en fait récemment cette année. On a fait auditer tout le design system en fait par une boîte française. Du coup, je vais montrer après, on voit tout l'audit en fait, mais on leur a demandé du coup s'ils pouvaient nous donner peut-être un score pour justement nous positionner sur les éléments qu'on met à disposition aujourd'hui. Du coup, le score qu'on a obtenu qui était plutôt bon, qui était 4 sur 5, mais on a encore des petites choses à corriger. Mais pour nous, c'est vraiment très important en fait de en amont, c'est-à-dire que même si on est à 100% accessible, c'est pas parce que j'utilise un composant du design system qui est 100% accessible que je le mets dans mon interface et c'est bon, je suis accessible. Ça va au-delà de ça. Et du coup, nous, on se doit vraiment d'être irréprochable pour justement aider les équipes à rendre leurs interfaces accessibles. Et du coup, voilà, on s'est fait auditer et en gros, on a reçu un document voilà, qui était assez conséquent, qui faisait plus de 60 pages, où en fait, ils ont repris en fait chaque composant et ils les ont évalués sur les différents critères en fait des normes d'accessibilité. Donc là, c'était sur le référentiel français, le RG2A, qui en fait décrit toutes les normes en fait à respecter pour être accessible. Donc voilà, c'était quand même un gros morceau et on a corrigé la plupart. Il y a des dernières choses qu'on n'a pas corrigées parce que c'est vraiment très impactant dans notre design system, mais on le prend vraiment en compte pour, dans notre prochaine version, être 100% accessible. C'est l'objectif. Et donc, en troisième thématique, vraiment en problématique à adresser auprès de nos consommateurs, c'est la cohérence. J'en avais parlé tout à l'heure déjà à travers les plateformes, mais nous, c'est la cohérence vraiment au sein de l'écosystème Decathlon. En fait, si je peux juste replacer nous dans le contexte à Decathlon, en tout cas dans le digital, évidemment, on a le site e-commerce que vous connaissez tous, mais on a aussi une application de commerçante, donc shopping. On a aussi des objets connectés. Enfin, là, on voit la montre connectée. On a plein d'autres applications aussi. On a Decathlon Outdoor, donc par les Sabrina, qui est une application qui permet justement de faire de la randonnée ou du vélo avec du guidage. On a Decathlon Coach qui va permettre de faire de la pratique sportive, voilà. Et on a plein aussi d'outils collaborateurs en interne pour les vendeurs, etc. Donc, on a vraiment un écosystème d'interface et voilà, comme c'est toujours meilleur, une image vaut 1000 mots. En fait, voilà, ça c'était un peu l'état des lieux de ce qu'on avait il y a 2 ans, même si on n'a ici que 4 interfaces. Mais ce qu'on peut voir, c'est que oui, il y a peut-être de la cohérence sur certains usages de couleurs, sur par exemple ce magnifique dégradé du bleu vers le vert qui est réutilisé à certains endroits. Mais ce qu'on voit surtout, c'est de la disparité sur plein d'éléments qui sont repris et qui sont pas forcément, qui pourraient être un peu rationalisés. Donc ça, c'était avant et après. Voilà, on voit qu'on arrive quand même à quelque chose de plus rationnel, qu'on a des choses,
on sent l'univers Decathlon, mais on voit bien qu'on répond quand même à différents contextes, hein, entre, par exemple, le site e-commerce et une application collaborateur. Voilà, c'est pas du tout les mêmes objectifs, mais par contre, ils sont tous les deux consommateurs du design system. Pareil sur, par exemple, les emails, ça c'est pareil, c'est un gros chantier et même encore aujourd'hui, pas qu'on a du mal, mais que c'est quelque chose que voilà, on va au fur et à mesure pour justement être adopté au fur et à mesure. Et les emails, bon, on sait que c'est encore un peu difficile parce que chaque équipe peut envoyer ses propres emails, qu'on n'a pas vraiment forcément de transversalité entre ça. Mais voilà, en tout cas, on essaye d'y aller. Et dans les résultats, l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient vraiment cohérentes, même voilà, sur un email de confirmation de commande ou un email de réinitialisation de mot de passe, qu'on sente bien qu'on est chez Decathlon. Et du coup, après, si je reprends vraiment concrètement, qu'est-ce que c'est notre design system aujourd'hui? Sabrina t'en a parlé, mais du coup, on est vraiment open source et on met à disposition des librairies qui sont totalement open source. Côté web, on avait commencé. Après, c'est Android et iOS qui ont raccroché les wagons sur l'open source. Et en fait, même côté Figma Libraries, en fait, on a vraiment voulu rendre ça aussi open source. C'est-à-dire que comment ça se traduit côté Figma? En fait, on a publié nos librairies en fait sur Figma Community. Et pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce que ça nous a apporté? En fait, on les a publiées pour avoir des retours de nos pairs. Enfin, c'est ça qui est vraiment intéressant pour nous aussi, c'est de pouvoir partager avec toute la communauté. Même être ici aujourd'hui, enfin, c'est toujours une façon pour nous d'avoir du feedback, d'avoir de la prise de recul sur ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est hyper important pour nous. Mais c'est pas que le design system c'est pas que des librairies en fait qu'on va mettre à disposition, ça va bien plus loin que ça. Et du coup, je vais laisser Sabrina enchaîner là-dessus. Yes. Donc c'est pas que des librairies, c'est souvent le raccourci qu'on peut faire et c'est à tort. Enfin, en tout cas, nous, notre avis et notre parti pris, c'est vraiment de se dire qu'on travaille sur un produit. Et c'est un produit qui sert d'autres produits. Un produit qui va aider des utilisateurs, qui va répondre à leurs besoins. Et à partir du moment en fait, où on change cette perspective, on change toute notre manière de travailler, tous nos outils, tout notre workflow. C'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui en fait. On construit notre design system en partant vraiment du besoin de nos utilisateurs. Nos utilisateurs principaux aujourd'hui, c'est des designers et des développeurs, mais pas que. Et on part vraiment d'un besoin. Donc là, ce qu'on vous propose sur le déroulé de notre présentation, c'est de parcourir ensemble en fait, le petit cheminement que nous, on prend quand on identifie un besoin auprès de nos utilisateurs jusqu'au moment où on répond à ce besoin. C'est en production, ils l'ont dans les mains et ils l'utilisent. Alors, on a différentes manières d'identifier des besoins. Je vous parlerai juste après de la manière dont on prend du feedback. On peut le faire avec des sondages, on peut le faire avec des outils de tracking. Là, du coup, pour notre petit scénario, on a pris le cas le plus fréquent. C'est tout simplement un message, en fait. C'est très régulièrement ce qui se passe finalement. C'est qu'on a souvent un designer qui va nous poser une question sur nos canaux de communication. On utilise Slack. On a un Slack dédié uniquement pour le design system. Il va nous demander, en fait, j'ai besoin de ce truc-là, je le trouve pas, ou alors il demande à la communauté comment je pourrais faire pour faire ce truc-là, est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait? Nous, ce qu'on fait à ce moment-là, en fait, c'est qu'on va créer un ticket. C'est un système assez classique dans différents projets. On utilise GitHub. Je vous montre juste après. Donc notre GitHub, lui aussi, il est open source. Si vous êtes curieux et que vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est le GitHub de Decathlon, Vitamine Design. Et en fait, quand on va créer un ticket, dans GitHub, ça s'appelle une issue. On a créé 3 templates de création de tickets. Un pour les bugs, un pour les feature requests. Les feature requests, du coup, ça va être la demande d'un nouveau composant ou d'une nouvelle variation d'un composant. Et les icônes. Les icônes, ça arrive très très souvent parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin de plein et qu'on n'a jamais une librairie assez fournie. Donc c'est via cet outil qu'un designer, un développeur peut venir ici poster sa demande, son besoin. Juste après, du coup, quand il va faire sa demande, on a un petit template où on lui pose quelques questions pour affiner son besoin.
On lui demande du coup d'expliquer rapidement ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il a déjà des solutions? Ça arrive aussi. Moi, j'ai ce composant-là, il est dans ma librairie à moi, mais je me rends compte qu'il y a plein d'autres personnes qui en auront besoin et j'ai envie de le mettre à dispo pour la communauté. Donc, je montre des exemples. Ou alors, j'ai vu une autre société qui le fait. J'ai vu ce site-là, je pense que ce serait bien qu'on l'ait, j'en ai besoin, etc. Donc, on affine comme ça son besoin, on essaye de bien comprendre ce qu'il essaye de faire. Et ça nous crée du coup un ticket. Donc, dans nos outils, il remontera une petite alerte. Ça, c'est des choses qu'on a paramétrées. Donc, de notre côté, ça veut dire qu'on a des choses à venir regarder. Et dans notre board, c'est un board projet assez classique, on a une colonne nouvelle entrée. C'est le new que vous voyez tout à gauche, qui sont en fait des tickets qui attendent d'être regardés pour être affinés et partir dans notre process de conception. Le process de conception, du coup, ça va être un backlog, c'est des termes que vous entendez dans des projets classiques, un work in progress, etc., jusqu'à arriver jusqu'au dev. Mais ça, on continue l'histoire après pour aller jusqu'au dev. Et du coup, si on reprend l'histoire de notre petit ticket, du coup, de cette personne en fait qui nous a demandé, par exemple, voilà, j'ai besoin de regrouper des éléments dans mon interface. On discute un peu avec lui. Finalement, le besoin, c'est vraiment le list component, donc le composant de liste qui va nous permettre en fait lui de pouvoir regrouper ses items dans l'interface. Donc voilà, on a créé le ticket avec lui ou il l'a créé tout seul, etc. Le ticket, il est dans notre backlog. Donc là, l'idée, c'est que maintenant, tous ces tickets qui sont dans notre colonne new, en fait, tout à gauche, on va se réunir une fois de temps en temps, en fait, pour se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on... Hein, parce que si on prenait vraiment les besoins au fil de l'eau quand ils arrivaient, je pense qu'on serait déjà un peu tous débordés et on répondrait pas forcément à des besoins... on répondrait peut-être à des besoins qui sont peut-être que pour une personne, alors qu'il y a derrière, il y a un ticket qui servirait 10 personnes. Donc pour nous, c'est vraiment important de faire ces petits moments de priorisation. Du coup, on vient prendre les tickets et ici, par exemple, pour que des tickets de composants, on va venir vraiment les mettre sur ce graphe en fait qui va nous permettre de mesurer l'impact et l'effort. Et voilà, par exemple, si on prend le ticket de card ici en haut à droite, on s'était dit, voilà, on sait que ça, c'est un composant qui va avoir un fort impact parce qu'il va se retrouver dans plein d'interfaces chez Decathlon. Mais à la fois, on sait qu'il va demander aussi beaucoup de temps de design et de développement. Du coup, on va avoir aussi un fort taux d'effort pour le sortir. Et en fait, du coup, tout ce qui est plutôt à impact fort et à effort moindre, forcément, ça, c'est des choses qu'on va prendre au fil de l'eau, qui vont être plus faciles à prendre, qu'on peut se dire, c'est un peu en priorité zéro. Ce qui a un peu plus d'impact et qui est plutôt en médium et high effort, là, du coup, on les met en priorité 1. Et par contre, après, ce qui a un peu moins d'impact et qu'on sait qu'il y a beaucoup d'efforts, là, c'est vraiment les choses qu'on va traiter en dernier. Mais voilà, c'est important vraiment qu'on arrive à prioriser ces éléments-là. Donc, du coup, je te laisse reprendre la main, Sabrina, sur la suite du petit scénario. Donc, notre ticket, il est priorisé et on se lance en conception. Ce qu'on va faire déjà, la première action, ça va être d'informer la communauté. Et ça, c'est super important parce que là, on l'a remis, c'est même un peu plus aujourd'hui, c'est pas à jour. On a 1018 personnes sur notre Slack, donc 1018 personnes dans la communauté qui ont potentiellement déjà travaillé sur ce composant ou qui en ont également besoin avec des variations de besoins. Donc on va d'abord informer tout le monde qu'on lance la conception de ce sujet-là et on va les inviter à contribuer. Alors comment ça se matérialise chez Decathlon, la contribution? On a mis à disposition dans notre Figma organisation des fichiers qui sont ouverts à tout le monde. Ils sont ouverts à tout le monde, ça veut dire que n'importe qui fait partie de l'organisation et qui est éditeur sur Figma peut venir et glisser, déposer, supprimer des choses dans ces fichiers-là. C'est des fichiers de construction. Dans ces fichiers, il y a un petit template en fait, qui invite les gens à déposer les composants qu'ils utilisent, qu'ils ont déjà conçus, en laissant leur nom. Si nous, derrière, on veut faire des sessions de travail, d'affinage, si on a besoin de leur demander des détails. Donc là, par exemple, pour toujours notre sujet de la liste, on a Agit qui était venu déposer en fait une liste qu'il avait conçue sur, je crois que c'est l'application Shopping. Et donc nous, quand on va se lancer dans la conception, on va d'abord regarder l'existant, parce que des fois, il y a des choses qui sont très bien faites et qui finalement vont nous accélérer beaucoup la conception.
Il y a autre chose dans ce fichier, c'est un espace pour déposer du benchmark. C'est-à-dire que les gens peuvent contribuer, même sans avoir conçu le composant. Ils ont peut-être vu ailleurs quelque chose qui était très bien fait et qui pour eux est une référence. Donc on les invite aussi à nous suggérer en fait des manières de faire le composant. Une fois qu'on a tout ça, on se lance aussi dans un benchmark. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez dans un projet classique. En fait, on est en phase d'ouverture, donc on va essayer de regarder un peu tout ce qui peut exister. Il y a plein de choses sur Figma Community, il y a plein de choses sur d'autres sites, comme UI Guideline ou autres. On s'en inspire pour concevoir le composant, mais aussi pour la structure. Ça veut dire qu'il y a quelques standards, quelques normalisations dont on va s'inspirer pour respecter en fait l'existant et les structures classiques des projets. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, on peut se lancer en conception, Marie. Yes, du coup, sur la conception, on va même parler carrément de co-création. En fait, là, du coup, en général, on aura quand même un designer, nous, dans la team, qui va être un peu honneur du sujet et qui va suivre le sujet de bout en bout. Mais ça n'empêche l'intervention d'autres designers, de développeurs. On travaille dès le départ, en fait, dès la conception avec eux. Justement pour être sûr, nous on a à cœur aussi de vraiment faciliter le dialogue en fait entre les designers et développeurs. Du coup, pour nous, c'est important dès la conception, en fait, quand on va venir, par exemple, réfléchir sur les variantes en fait qu'il y aura sur un composant, bah, de les réfléchir aussi déjà avec les développeurs pour trouver les bons namings, pour être sûr d'aller dans la bonne voie. En tout cas, donc là, c'est vraiment ce qu'on va faire. Et on va déjà le penser aussi sur les 3 plateformes. Hein. À chaque fois, on parle de ça, mais en gros, on va le penser sur le web, sur Android et sur iOS. Sachant que, je pense que je ne l'ai pas encore précisé, mais la petite spécificité chez nous, c'est que en fait, un composant sur web, Android et iOS, il ne va pas forcément avoir exactement le même visuel et même le même comportement. Pourquoi? Parce que nous, on a fait le choix, en tout cas sur le natif, sur Android et iOS, sur le mobile, vraiment d'avoir des choses qui soient proches du natif. Donc du coup, sur Android, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait sur matériel parce que bah, on sait que les utilisateurs aujourd'hui, ils ont des habitudes en fait avec leur mobile. Et en fait, on veut vraiment pas, on veut vraiment pas couper ces habitudes-là et garder ces habitudes qu'ils ont avec des comportements qui sont vraiment spécifiques à ces 2 plateformes-là. Donc nous, on se rapproche au maximum du natif et on vient ajouter en fait la petite couche Decathlon en plus. Et quand on peut pas, on va vraiment là, pour le coup, prendre la décision de faire du spécifique. Mais c'est vraiment dans cette phase de construction-là qu'on va le décider. Et du coup, après, une fois quand c'est à peu près sec, en fait, on va venir du coup sur ces 3 librairies. Donc, comme j'avais dit, on crée et pour le web, et pour Android, et pour iOS. Donc, sur chacune d'elles, en fait, on va créer une branche. Hein. On utilise le système de branches sur Figma, ce qui nous permet vraiment, nous, de pouvoir versionner et de pouvoir suivre et surtout faire valider notre travail. Donc, dans le process, c'est comme ça qu'on fait. Et dans la construction, dans les branches, aujourd'hui, ce qu'on fait, avant, on avait une autre méthode aussi pour vraiment maintenir facilement notre design system, c'est-à-dire quand on a, ici c'est l'exemple avec le bouton parce que je ne l'avais pas forcément avec la liste, là j'ai pris directement chez Figma, mais il s'agit des component properties. C'est la nouvelle feature qui a été sortie par Figma il y a quelques semaines, qui va vraiment nous permettre en fait à partir de un composant, d'avoir plein de variations, mais pas forcément avoir du coup 150 variations à maintenir. C'est-à-dire que ici, je peux avoir plein de variations, mais quelque part, ça me fait quand même moins d'items à maintenir. Et du coup, tout ça, c'est ce qu'on va penser maintenant à la conception, pareil, pour pouvoir maintenir et mettre à jour facilement notre design system, qui est vraiment un produit vivant et qui doit pas non plus être trop difficile à maintenir. Et du coup, en parallèle de ça, la partie préférée des designers et des développeurs, c'est la partie documentation. Donc c'est sûr qu'on aime bien souvent bidouiller dans les component properties avec Figma, c'est rigolo et tout. Mais il faut aussi qu'on arrive justement à documenter au maximum ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que on a vu, on peut avoir des questions sur le Slack. Et en fait, quand on a trop de questions sur le Slack, quelque part, c'est
Soit la personne n'est pas passée par la documentation, ce qui peut arriver souvent aussi, mais soit elle n'a pas trouvé la réponse dans la documentation. Donc après, on vient compléter aussi souvent cette documentation-là. Mais ici, en fait, c'est notre plateforme de documentation, decathlon.design, du coup, dans laquelle on a une documentation dédiée sur chaque composant. Et sur chaque composant, encore une fois, on vient bien expliquer le comportement du composant et sur le web, Android et iOS, et côté design et côté développeur. C'est vraiment une plateforme à destination de ces deux cibles-là principales, même si demain, un product manager, il doit aussi être capable de trouver une réponse sur cette plateforme-là. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, la liste, elle est faite, elle est prête sur les branches. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir faire de la design review. Je vais te laisser expliquer comment ça se passe. Yes, donc là, Marie a terminé son composant et elle demande une review. Donc en fait, elle demande à merger sa branche dans notre fichier, notre librairie qui est diffusée aux designers. Donc comment ça se passe une review? On a le parti pris en fait de mettre en review au moins 2 designers et un développeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins 2 designers et un développeur aient regardé ce que Marie a fait avant de dire ok c'est bon, ça part pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? On vérifie qu'on n'oublie aucun état, on vérifie le comportement, on vérifie quand on est en responsive que ça marche bien sur du mobile, sur du desktop, etc. Qu'il y a toutes les variations, les bons namings. Donc il y a plein de choses à vérifier. Il y a quelque chose aussi de très très important, c'est de vérifier l'accessibilité. Et pour vérifier tout ça, pour s'assurer qu'on n'oublie rien, on s'est construit des petites checklists. Donc pour faire avancer le ticket et se dire que c'est tout bon, dans les issues GitHub qu'on vous montrait juste avant, on va venir cocher que chaque étape a été faite et que tout est OK pour tout le monde. Ce composant-là, il répond à nos critères de qualité et c'est OK pour le rendre dispo. Une fois que c'est fait, on passe à un moment critique, enfin en tout cas un moment qui est important pour nous, c'est qu'on va publier la librairie. Vous l'avez certainement fait dans certains projets quand vous avez besoin de séparer vos fichiers. Sauf que là, quand on le fait, ça va impacter les 1018 personnes dont on vous parlait tout à l'heure. Donc quand on crée un nouveau composant, c'est facile, entre guillemets, il va simplement être à dispo pour tout le monde. Par contre, quand on modifie l'existant, ça peut avoir des très graves impacts sur les designers qui l'utilisaient. Ça va leur faire apparaître du coup une mise à jour et potentiellement ça va casser des choses dans leur maquette. Donc on est très vigilant en fait à ce moment-là. C'est important d'informer tout le monde sur les modifications qu'on a fait, de bien écrire des descriptions et de juger quand c'est le plus pertinent de publier ou pas des mises à jour. Parfois, ça va être très minime et on sait qu'il n'y a pas de risque. Et parfois, ça va être très impactant. Ce qu'on fait quand c'est très impactant, je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé. Maintenant, ça remonte, ça fait quelques années, ça fait plus d'un an en tout cas. On avait modifié le bouton. Le bouton, c'est gros impact, le composant le plus utilisé chez tout le monde. Ce qu'on a préféré faire, du coup, c'est de deprecated notre composant. Deprecated, ça veut dire que, en fait, on considère qu'il n'est plus d'actualité, il sera plus maintenu. Donc, on le retire de la mise à disposition et on met à disposition le nouveau composant. Il est plus pertinent de faire ça parce que de cette manière-là, tous ceux qui l'utilisaient aujourd'hui comme il était peuvent continuer de l'avoir dans son état non maintenu, deprecated. Mais par contre, tous ceux qui l'utiliseront prendront le nouveau et auront direct la bonne version, la dernière mise à jour. Donc c'est à ce moment-là que c'est important de juger en fait l'impact pour nos utilisateurs et de quelle manière on veut mettre à jour, en tout cas pour les designers sur Figma. Donc quand c'est tout bon, quand c'est posé toutes ces bonnes questions, c'est parti, on peut publier. Du coup, côté design, nous, il est publié, on le met à disposition. Il commence à être utilisé côté designer. Mais justement, comme il commence à être utilisé, va aussi falloir qu'on prépare le développement assez rapidement de ce composant pour pallier en fait au fait de mettre à dispo quelque chose qui n'est pas disponible côté développement. Ça serait un petit peu dommage. Donc du coup, on passe tout de suite ce ticket dans la colonne Ready to Dev. Donc là, ça veut dire qu'il va commencer à être prêt. Et qu'est-ce que ça fait de passer dans cette colonne-là? En fait, quelque part, ça va
En fait, les développeurs, ils ont leur propre board aussi. Et du coup, ça va créer, maintenant, c'est automatisé chez nous, mais du coup, avant, c'était manuel. On va créer, en fait, ça va créer un ticket, donc une issue, comme Sabrine a montré tout à l'heure, dans chaque board, donc web, Android et iOS, encore une fois, parce que, pareil, on traite les 3 plateformes, et donc le développement va commencer sur ces 3 boards-là. Et encore une fois, très important de documenter aussi sur cette partie-là. Et donc là, on revient aussi sur notre plateforme de documentation. En parallèle, eh ben, on est bien transparent. On l'est aussi sur le GitHub, mais avant, on n'avait peut-être pas forcément, le Jira était peut-être pas forcément accessible à tous. Donc c'était important aussi d'avoir, nous, sur notre page de documentation, et de se dire, bah voilà, tel composant, il est à cette étape-là du process. Comme ça donne une bonne visibilité pour nos consommateurs. Et donc, une fois qu'on sait que tout est prêt, que les tickets sont créés, qu'ils sont bien documentés, etc., on va pouvoir démarrer le développement. Du coup, bah, pareil, bon, moi je suis designer, hein, donc je ne vais pas commencer à vous parler de dev, mais en gros, le développement, et nous, de notre côté, ça va être donc notre lead tech Laurent Thiebaud qui va vraiment prendre la partie plutôt HTML, CSS. Donc ça, c'est vraiment nos librairies standards. Pareil, côté Android et iOS, ils ont plusieurs technologies, ils vont les utiliser. Et après, on a encore des technologies qui sont utilisées par plein de nos projets, en fait. C'est des projets qui sont en Svelte ou Vue.js. Ils vont dire, ah bah non, moi, comme tu fournis que du HTML et CSS, je ne peux pas te consommer. Et ben si, en fait, ces librairies-là, on les supporte aussi quelque part, mais elles sont vraiment alimentées par la communauté. Là, pour le coup, c'est vraiment les développeurs de ces technologies-là qui vont venir alimenter en fait les librairies au fur et à mesure. Et dans le développement donc ici, si on reprend toujours la liste, dans le développement de la liste, comme on fait des design reviews, ici, on va faire pas des code reviews, parce que quelque part, oui, entre développeurs, ils vont se faire leur PR, la review de leur PR, ça, c'est le process normal. Mais ici, nous, ils vont aussi faire des reviews avec nous pour vérifier que, en gros, ce qu'ils développent, c'est bien cohérent. Mais ça, c'est dans tous les projets digitaux, ce qu'ils développent, si c'est bien cohérent avec ce qu'on avait designé, bien sûr. Du coup, on va le faire avec cet outil-là, comme on le voit à l'écran. Et après, le mettre à disposition donc sur le storybook. Là, en fait, c'est vraiment pour le coup un peu le Figma quelque part des développeurs. C'est là où on va retrouver tous les composants, un aperçu de tous les composants développés, et donc pouvoir s'amuser avec. On peut vraiment les activer, les mettre en light mode, en dark mode, etc. Je ne sais pas c'est quoi la slide d'après. Et après, le plus important, la partie, c'est vraiment, on vient ici faire la communication autour de tout ce qu'on vient de faire. Et du coup, Sabrina, je te laisse expliquer Oui. ça. On a commencé à le dire, c'est très très important de communiquer sur tout ce qu'on fait pour que nos utilisateurs sachent ce qui est nouveau, ce qui est modifié, ce qui arrive. Et on le fait du coup via notre site. Sur la gauche, du coup, c'est une release note. C'est un format classique en fait qui va lister les mises à jour qu'on a faites pour tout le monde. Et on le fait aussi via mail. On a une mailing list où on envoie à tout le monde, c'est à peu près tous les mois, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc communiquer, c'est vraiment la clé, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On sollicite aussi nos utilisateurs pour de la prise de feedback. Donc ça, c'est encore une fois des mails qu'on peut envoyer, qu'on envoie à peu près au quarter. On essaye du coup de se donner des objectifs et d'être régulier pour avoir une mesure qu'on voit évoluer en fait, pour identifier des points et se rendre compte qu'on s'améliore, qu'au contraire on a des problèmes sur certains éléments, il faut les travailler. Donc on fait passer des prises de feedback de ce format-là. En fait, c'est des surveys. Alors ça va dépendre. Des fois, on a des questions bien précises. On sait qu'on a un sujet où on a des doutes et par exemple, on se demande si ça vaudrait pas le coup de modifier notre documentation, de modifier sa structure ou ce genre de choses. Et on va cibler du coup un sondage sur la documentation en posant des questions précises et en ouvrant pour que les gens nous remontent aussi des choses qu'on n'aurait pas vues. Ou alors, on envoie des choses standardisées. Donc, je vous montre juste après. On envoie un questionnaire qui s'appelle un SUSE, vous le connaissez peut-être, c'est un System Usability
Scale. Donc c'est un format normalisé de questionnaire. Il y a 10 questions dedans et ça nous permet de déterminer un niveau de satisfaction des utilisateurs dans l'usage d'un système en fait. Donc ça va nous donner un score, ce qui est très utile parce que ce score, on va le voir évoluer et c'est normé. Donc ça, c'est pareil, c'est au quarter et on suit ce chiffre-là avec vigilance et quand ça nous remonte du coup quelque chose, on va creuser, on va voir nos utilisateurs ou on envoie des surveys plus ciblés. L'autre manière de prendre du feedback, c'est tout simplement d'analyser ce que les gens font. Je ne sais pas si c'est une fonctionnalité que vous connaissez, mais Figma propose avec une licence organisation en fait, d'avoir des statistiques, des analytics. C'est ce genre de choses qui nous remontent, où on peut voir en fait la consommation de chaque composant. Ça, c'est très très utile. Quand, par exemple, on veut deprecated, ce que j'expliquais, quand on veut supprimer un composant, on va d'abord regarder qui l'utilise. Peut-être qu'en fait, il est très peu utilisé et c'est pas très grave. Ou au contraire, il faut qu'on se pose la question, c'est très utilisé. Donc on regarde ça ici, en fait. On voit toutes les équipes qui l'utilisent. On peut même aller jusqu'à la maquette de la personne qui l'utilise. Et l'autre information que ça nous donne, qui est très importante pour nous, c'est si les gens détachent. C'est la dernière colonne que vous voyez. Yes, juste ici. Si les gens détachent, en fait, c'est quelqu'un qui consomme un composant et qui va en fait enlever le lien entre la librairie, le design system et sa maquette. Donc il le détache, il va le customiser, le changer. Et ça, c'est une information qui est importante pour nous parce que si les gens font ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, peut-être ça convenait pas, ça répondait pas à leurs besoins, ou ils ont besoin d'une variation qui n'existe pas et ils se la sont créée. Donc en tout cas, c'est des choses qu'on investigue et qu'on regarde vraiment avec attention en fait. Donc tout ça, c'est très important pour nous. On essaie vraiment de s'animer en fait sur comment les gens utilisent. Et ça fait partie de nos axes stratégiques. Donc ça va être la partie juste après. On va vous présenter en fait comment l'équipe s'anime et sur quoi on s'objective dans l'équipe sur toute l'année en fait. Donc le premier axe, c'est l'adoption. C'est comment les gens utilisent, est-ce qu'ils utilisent, à quel niveau. Pour tout ça, du coup, on est très vigilant en fait à garder le lien avec nos utilisateurs et on met en place des outils de tracking. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. On va travailler en fait sur des systèmes de mesure de l'utilisation du design system, à la fois côté dev et à la fois côté design. On aura en fait un gros tableau, un gros dashboard où on pourra voir très clairement en fait le pourcentage d'utilisation du design system. Et on pourra du coup se donner des objectifs en fait. Pourquoi traquer? Pour que derrière on puisse prendre des actions pour aller travailler les composants qui manquent, pour aller travailler avec les équipes qui ont peut-être des difficultés à l'intégrer, ou en tout cas faire remonter tous ces points-là. Ça, c'est notre premier axe. Notre second axe, extrêmement important aussi, c'est la contribution. On en a un petit peu parlé, mais c'est quelque chose sur quoi il faut vraiment qu'on accélère. En fait, c'est impliquer au maximum les communautés et aller encore plus loin dans la contribution. Pour ça, on met en place des sessions de travail. Donc, par exemple, là, à la rentrée, notre gros sujet, ce sera de permettre aux designers de contribuer directement dans les librairies que nous, on maintient. C'est-à-dire que n'importe quel designer chez Decathlon pourra tirer une branche, comme l'expliquait Marie, et ensuite suivre le process d'une review, d'une validation, pour que tout ça parte en dev. Mais pour faire tout ça, du coup, il faut structurer un process. Et il faut qu'on mette en place un outil, il faut qu'on mette en place une gouvernance, des rituels qui nous permettent derrière de mettre en place ces contributions-là. Donc ça, c'est aussi un gros axe stratégique pour le design system, permettre à tout le monde de mettre les mains vraiment dans le design system. Et le troisième axe, du coup, sans transition, parce que il n'y a pas vraiment de transition, mais en gros, c'est le troisième axe, voilà. Sur l'onboarding, pour nous, c'est très important aussi d'être présent, en fait, vraiment au sein de l'écosystème Decathlon et de faciliter, en fait, l'onboarding de nouveaux collaborateurs dans nos équipes, que ce soit les équipes produits, design ou engineering, parce qu'on a vraiment cette importance-là d'être connu dès le départ quand la personne elle arrive en fait. Moi par exemple quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi,
Je suis arrivée chez Decathlon, j'ai commencé à faire, beaucoup de zoning et de wireframe sur mon projet, mais dès qu'il a fallu passer sur la partie UI, j'étais un peu stressée parce qu'il y avait, peut-être une bonne quinzaine d'UI kits, un peu dans tous les sens qui traînaient, donc je savais pas forcément quoi utiliser et cetera. Donc pour nous, ça permet vraiment aussi de faciliter cette partie-là pour nos collaborateurs. Et du coup, le quatrième axe, c'est vraiment la communauté. Ça, on en a beaucoup parlé depuis le début, mais pour nous, c'est important en fait d'avoir vraiment une relation gagnant-gagnant et d'apporter autant à la communauté que ce qu'elle nous a apporté. Donc, on a dit ça passe par nous en interne, on fait beaucoup de communication, on communique beaucoup sur notre Slack et tout, et à l'externe aussi. On échange beaucoup avec d'autres entreprises. Tu en as parlé au début, mais en gros, ça nous arrive régulièrement de rencontrer d'autres entreprises sur ces sujets-là pour échanger et partager. Mais ça, c'est vraiment aussi dans la culture de Decathlon. Enfin voilà, et puis même le fait qu'on soit open source. Enfin voilà, on n'a vraiment pas vocation à garder. Enfin voilà, on s'est inspiré. Dès le début, on s'est inspiré des plus grands et en fait aujourd'hui, on estime que voilà, on aimerait aussi pouvoir nous apporter notre pierre à l'édifice et puis que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Et enfin voilà, c'est toujours cet esprit de partage qui est sympa de continuer. Et notre dernier axe, c'est sur la construction. Bon, c'est un peu moins fun, mais du coup, on en avait parlé tout à l'heure, vraiment sur comment on construit un composant, etc. Et j'en ai pas mal parlé aussi, c'est sur le fait de maintenir notre design system. Enfin, comme vous avez vu, on est une petite équipe. On est une petite équipe avec énormément de consommateurs. Enfin, toi, tu avais parlé de 1000 personnes sur le Slack, mais je crois que sur Figma, on doit être 4000, mais enfin, c'est 4000 viewers, hein, c'est pas forcément des personnes qui viennent éditer. Mais voilà, du coup, c'est important, nous, d'avoir vraiment quelque chose de vivant et qui soit facile à maintenir. Et donc, pour ça, on avance vraiment sur les sujets de construction et surtout en ce moment, on avance vraiment sur les sujets de construction et de nos fondations. Donc, du coup, c'est ce que Sabrina va vous expliquer juste après. Une superbe transition cette fois-ci, on s'améliore. Donc nos sujets construction. La grosse évolution sur laquelle on travaille en ce moment, c'est l'intégration des design tokens. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va nous permettre? Donc en gros, ce sera une seule source de vérité dynamique pour absolument toutes nos plateformes. Du coup, on aura ces tokens qui nous donneront nos fondations et qui seront consommés derrière par tous les OS et qui seront derrière dynamiques si on fait des mises à jour. Ça peut nous permettre, par exemple, dans le futur, de basculer sur des thèmes, d'avoir ce thème Décathlon, mais peut-être d'avoir des variations de ce thème en fonction de nos écosystèmes de pratiques sportives. C'est des perspectives pour le futur, du coup, que ça nous permettra. Donc, c'est quelque chose de très structurant parce que revoir ces fondations-là, ça veut dire faire ce qu'on appelle des breaking change, ça veut dire des gros changements qui impacteront tout le monde et qui leur demanderont de faire une mise à jour. Donc on le fait avec beaucoup de précautions et on le teste. Donc là, en ce moment, on est en plein dedans. On fait des tests utilisateurs sur notre futur système de couleurs. On passe du temps avec des designers, avec des développeurs pour leur faire tester, pour qu'ils l'utilisent, qu'ils remontent ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer. Donc on est reparti dans une phase d'ouverture pour derrière reconstruire toutes nos fondations. Voilà pour nos sujets du moment et le futur, cette petite ouverture sur nos prochaines grosses problématiques dans l'équipe Design System. Et on termine ici, je crois. On va pouvoir répondre à vos questions. Si vous êtes toujours là, ça tombe, ils sont plus là. Et en fait, C'est ça vrai. fait 3 quarts d'heure qu'on C'est vrai qu'on ne parle. vous entend plus. Si, c'est bon, vous entendez bien et merci beaucoup pour cette présentation, très complète. Ah, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que certains étudiants ont des questions? Il y a eu des questions posées sur le chat aussi. Moi, je bois un coup, hein, du coup, c'est parti. Il y a une question qui a été, posée sur le chat qui est, la suivante: «Avez-vous une démarche autour de l'éco-conception du design system? Entre parenthèses, pour réduire l'impact environnemental des composants et donc des produits digitaux qui se basent sur le design system».
C'est une super question. Ouais, Je te laisse, carrément. Marie, On n'en vas-y. a pas parlé, mais oui. En fait, on a des principes de design forts qu'on a posés dès le départ, en fait, il y a 2 ans. Donc l'accessibilité en faisait partie, ça j'en ai parlé. Et un de nos principes forts, c'était aussi sur l'éco-conception. Et ça, c'est culturel aussi chez Decathlon. En fait, on a un truc qui s'appelle People, Planet, Profit. En gros, c'est vraiment c'est bien mesuré, chaque chose qu'on fait sur le digital, en gros, pour réussir à faire attention à ça. Après, il n'y a pas de recette magique. Enfin, nous, on le fait côté design system, même l'essence même du design system, comme on rationalise et qu'on veut être la seule source de vérité avec un seul développement unique, un seul design unique pour plusieurs éléments et consommé partout dans l'écosystème, l'essence même du design system fait que normalement, on aide justement sur ces sujets d'éco-conception. Donc en fait, après, on a toute une documentation dédiée sur le site qui explique tout ça. Et d'un point de vue UX, j'ai envie de dire les premières choses sur lesquelles il faut faire attention, et c'est écrit aussi dans nos guidelines, c'est sur le principe less is more. En gros, c'est venir, par exemple, si on audite une interface, c'est de venir vérifier que chaque feature, chaque fonctionnalité qui est disponible sur cette interface, sur ce produit, est utile, en fait, a une utilité pour l'utilisateur final. On le voit aujourd'hui, même sur l'utilisation des applications tierces type Google, etc. Enfin, en gros, on a beaucoup, des fois, on appelle l'Armada pour faire une petite fonctionnalité ou ce genre de choses. Donc il y a plein de petits tips comme ça que nous, on met en fait à dispo sur le site. Et après, oui, nous, le fait de nous battre sur l'adoption, etc., parce que ce que j'avais montré tout à l'heure, c'était vraiment juste un aperçu visuel. Mais en gros, la réalité, c'était vraiment ça. C'était qu'un bouton, il était designé, développé dans une feature team, pareil dans une autre feature team, pareil dans une autre feature. Donc en fait, c'était plein de petits bouts de choses qui étaient multipliées alors que ça pouvait être rationalisé quelque part. Et nous, on prend cette casquette-là, donc quelque part, oui, et ça aurait été dommage de même de pas mettre de guideline d'éco-conception sur notre produit, parce que pour moi, ça fait partie des bases en fait du design system. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ouais, nickel. Et ce que je dirais aussi, c'est que on se rend compte en fait que là où ça a le plus d'impact, ça va être directement au sein des projets. Et finalement, nous, on essaye d'aller euh, au maximum de là où on peut aller, mais à un moment, je donne des exemples, par exemple la quantité de requêtes qu'on fait ou la compression des images qui va avoir un très fort impact du coup sur la planète. Ça, c'est à la main des designers finaux dans les produits. Et nous, à ce moment-là, en fait, on ne peut plus aller jusque-là. Donc, notre max qu'on puisse faire, c'est diffuser ces bonnes pratiques, essayer un peu évangéliser. Parfois, en fait, la limite est là. C'est que la main est donnée après directement au sein du projet. C'est un rôle aussi de justement aller challenger le besoin du coup des designers ou des développeurs en leur disant, bah, je sais pas, par exemple, ils ont prévu dans une feature de mettre de la vidéo et d'aller challenger aussi ça en disant: «Ça respecte pas les guidelines éco-conception». Enfin, dans le sens où la vidéo, il y a peut-être des alternatives plus frugales possibles, ou ça dépasse votre champ de compétences? Bah, quand ils viennent nous De le demander, c'est responsabilité. plus facile. En Ouais. fait, on veut pas vraiment avoir cette posture-là non plus de validateur ou de super équipe qui vient valider ce que font les autres équipes, parce que, pareil, c'est pas dans les cultures de la boîte. Chacun est vraiment responsable de son produit. Il est responsable de suivre les guidelines ou de pas les suivre. Mais on a quand même beaucoup d'équipes qui viennent nous demander notre avis ou de l'aide sur ce sujet-là. Ouais. Mais son, est-ce que ça vient de moi? Med, est-ce que tu as du son? Est-ce que c'est de moi que vient le souci?
Tu nous entends plus? Ça y est, là, c'est revenu. Ouais, je crois que j'ai eu un problème de connexion. Ça marche. Bah, nous, on est toujours là. Ouais, ça Donc, marche et ouais, excusez-moi pour ça. Je me suis demandé si ça venait de moi ou d'ailleurs. Donc Tank 23, PZH, vous remercie de merci d'avoir relayé la question et merci pour la réponse qui était très claire sur la partie éco-conception. Merci à vous. On a un autre commentaire sur, Twitch: «Merci pour cette présentation, super intéressant. Peut-être que je suis passé à côté de l'info, mais combien de temps se passe en moyenne entre le moment où un besoin est identifié/qualifié et sa mise en prod?» oui, alors ça, c'est une grande Je question te et laisse. c'est un grand axe d'amélioration. Aujourd'hui, on ne s'anime pas dessus, mais notre objectif, ça va être de le faire. S'animer, ça veut dire de se donner des objectifs, de mesurer et de s'assurer qu'on atteint nos objectifs. En fait, jusqu'à maintenant, on était sous-staffé. En fait, on n'avait pas assez de monde pour travailler sur les sujets. Et notamment sur iOS, les seuls contributeurs iOS qu'on avait dédiaient simplement 10% de leur temps avec nous. Donc, le parti pris qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était de se dire on met à dispo tout ce qu'on peut mettre à dispo le plus vite possible. En fait, c'est vraiment dommage d'avoir un composant qui est conçu dans Figma pour les designers, mais de ne pas le rendre dispo et d'attendre que côté dev, ça soit dispo. Donc on avait le parti pris de tout de suite le publier, sauf que ça créait des frustrations parce que les designers l'utilisaient, les développeurs inspectaient les maquettes et voulaient les intégrer, et ils se rendaient compte, ah mince, c'est pas dispo. Donc ça crée quand même des soucis. Le parti pris qu'on avait, c'était de se dire, on encourage à la contribution, vous en avez besoin, vous allez le développer, développez-le pour le design system et mettez-le à disposition de tout le monde. Mais c'est pas, Ça peut marcher. c'est pas très simple en fait. C'est assez compliqué parce que ça leur ajoute une charge de travail et ils ont plein de contraintes au quotidien qui font que ce système-là n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, heureusement, on se structure beaucoup mieux. Notre projet commence à grossir. On a des postes dans l'équipe. On a lancé des recrutements. Et on va vraiment avoir des développeurs dédiés sur le web, sur iOS et sur Android à 100% de leur temps. Ça veut dire que là, dans les mois qui arrivent, on va pouvoir traquer le temps qui se passe entre un besoin identifié et finalement à quel moment il est dans les mains de nos users. Et on va pouvoir s'animer dessus. On sait que c'est vraiment un axe d'amélioration. Et c'est quelque chose sur quoi, c'est ce sur quoi on va vraiment travailler aujourd'hui. OK, ça marche et du coup, combien de temps alors en moyenne, actuellement? Est-ce Alors que ça dépend. Pour des composants très simples, le bouton, je pense que en quelques semaines, c'était dispo pour tout le monde. C'était très rapide. Après, des composants plus complexes où il y a des allers-retours, la card, le temps qu'il soit dispo sur les 3 plateformes, donc ça veut dire web, iOS, Android. Il y a encore d'autres technos. Du coup, Android, c'est Android Compose et Android XML. Je pense qu'on est allé jusqu'à 2 mois. Ça se compte en mois, ouais, plus Ça se qu'en compte en semaines, mois, je ouais. pense, ouais, c'est clair. Ah ouais, ça dépend vraiment de la complexité du composant. Par exemple, enfin, pour donner un exemple, on a un composant qui s'appelle divider. Alors un divider, en fait, c'est une ligne qui permet de séparer des éléments. Bah, ça, clairement, c'est plutôt facile à sortir. Mais effectivement, après, le composant card qui correspond en fait à un conteneur de contenu qui peut contenir un tableau, une image, un bouton, qui peut contenir un tas de choses. Là, c'est pareil, on se pose les questions. Est-ce qu'on met les premiers usages basiques ou est-ce qu'on met juste un conteneur justement vide et on les laisse remplir et mettre ce qu'ils veulent dedans au risque d'avoir plein de choses qui sortent un peu aussi de l'usage de la carte. Enfin, donc on a plein de questions à se poser et tout. Et donc là, ça va être beaucoup plus long forcément, ouais, c'est clair. Mais on n'a pas de, ouais, non, on n'a pas vraiment Ça varie de vraiment. Ouais. chiffres à donner Le là-dessus. divider très rapide, la carte très long. Ouais. Et après, il y a aussi est-ce que les équipes sont dispo ou pas, quoi. Et Ouais. on sait aujourd'hui, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a certains composants qui sont des plus récents. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont disponibles sur le web et pour les designers, mais ils ne le sont toujours pas sur iOS. Donc ce temps-là s'allonge si on prend vraiment le moment final comme dispo pour tout le monde partout. ça marche. Merci beaucoup. Petite question, qui me vient, finalement, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour que le design system reste une aubaine pour les équipes? Ouais, il y en a plein.
On est certainement déjà tombé dans plusieurs. Bah, après, il De faut pas votre voir ça expérience. comme un outil magique non plus qui va tout résoudre en fait. Nous, il faut qu'on reste les pieds sur terre. Ce qu'on disait, on parle souvent de faire attention de ne pas être hors sol, de toujours bien répondre. Enfin, pour moi, après, c'est peut-être un peu trop idéaliste de dire ça, mais c'est de dire d'être toujours bien en relation avec nos consommateurs et nos utilisateurs et de savoir les écouter et prendre en compte leur retour et leur feedback en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce qu'effectivement, après, on peut avancer et se mettre des œillères. Pour moi, ça, c'est un peu le piège parce qu'effectivement, ça, ça nous, ça nous ferait construire un produit qui est un peu hors sol, qui va coûter très cher parce que on est une équipe quand même, quoi. Donc on coûte quand même de l'argent à l'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce qu'on crée, ça ait de la valeur, quoi. Si ça n'a pas de valeur, ça va être compliqué, quoi. Après, ça, c'est un gros exemple, mais je sais pas si tu en vois d'autres, peut-être. Oui, j'en ai un, moi, qui me vient. Un piège, ça pourrait être la complexité. En fait, c'est très tentant parce que c'est un sujet très technique d'aller très en profondeur en fait et d'imaginer des milliards de variations, des milliards d'usages. En fait, on peut aller très très loin si on veut vraiment faire quelque chose de qualité qui couvre tous les usages possibles et imaginables. Et il y a ce risque en fait, donc il faut à un moment prendre du recul en se disant ok, ce truc-là n'est peut-être pas parfait, c'est peut-être l'usage principal, il couvre pas tous les cas et toutes les choses un peu bizarres dont on peut avoir besoin, mais il répond aux besoins. Et il répond aux besoins, il faut le mettre à disposition de tout le monde. Et déjà, dans cet état-là, il aura de la valeur en fait. Il va servir les utilisateurs, même si il n'est pas énorme avec un milliard de variations comme on l'aimerait au final. Donc, ouais, faire attention à ne pas rentrer dans de la complexité et parfois faire simple et accepter que ce tout petit truc a déjà de la valeur et il faut le mettre dans les mains des gens dès maintenant. Et puis accepter qu'on ne pourra pas répondre à tout. Enfin, moi, je repense aussi aux prémices du projet et justement à notre plateforme de documentation Decathlon.design. Au début, on avait dans comment dire, l'objectif, l'idée un peu folle de se dire on va créer un design system, mais pas que sur le digital. En fait, on va créer un design system qui marchera aussi sur l'archi des magasins, sur la signalétique à l'intérieur, la communication, plein de choses. Enfin, pas nous, évidemment, parce que nous, on est plutôt experts du digital, mais on s'est dit, en fait, cette plateforme, elle peut accueillir tout ça. Donc, on a discuté avec les équipes dédiées, on leur a dit, venez, regardez, on a un truc qui s'appelle Decathlon.design, vous pouvez venir mettre votre documentation dessus. Donc, ils ont mis un petit peu, ça a marché un petit peu au début, et puis après, on s'est vite rendu compte qu'en fait, l'expertise de chacun reste dans les équipes de chacun, et que eux, la façon dont ils documentent leurs guidelines, etc., les architectes n'est pas du tout la même que sur le digital, et que du coup, comme ils ont pas les mêmes besoins et enfin du coup ça marchait pas d'être sur la même plateforme. Enfin ça, pareil, on est revenu un peu sur cette décision là, même si c'était une idée peut-être un peu novatrice et un peu folle. Enfin c'est ce qu'on voulait faire au départ et on est revenu dessus. Maintenant on sait que voilà, c'est plutôt que nous côté digital on va vraiment garder ce scope là et après ça n'empêche qu'on discute quand même beaucoup aussi toujours avec ces équipes là. Mais on sait qu'on n'aura pas un design système global qui ne sera pas que digital. Ça, c'était un peu une idée. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ouais. Dans très longtemps. C'est clair, non, mais peut-être qu'on va revenir dessus. Hein. Après, rien n'est écrit. Ok, merci beaucoup. Et justement, ça fait écho à cette autre question posée sur Twitch. Comment faites-vous contribuer les autres pôles chez Decathlon qui ne sont pas forcément des designers ou des développeurs dans la conception ou l'évolution du design system? Alors, on a déjà du mal à faire contribuer les designers et les développeurs, donc les autres métiers. Après, je sais pas, j'ai peut-être pas d'exemple précis, mais. J'aurais One Brand peut-être. Ouais, voilà, les équipes de la marque, par exemple. Ils peuvent venir quand même contribuer. Ils sont vachement demandeurs aussi de savoir comment ça marche, nous, spécifiquement sur le digital. On leur explique aussi justement les notions d'accessibilité, ce qui nous permet aussi de leur faire comprendre que leur choix de couleurs, c'est hyper important pour la marque. Par exemple, parce que nous, c'est des couleurs qu'on va utiliser sur le digital et comme on a besoin de faire attention au contraste,
La petite histoire, par exemple, le bleu Décathlon au départ n'était pas ne passait pas en fait la règle AA justement de l'accessibilité à laquelle on veut atteindre. Et en fait, on l'a changé, mais vraiment de pas grand-chose. Et c'était minime. Mais en fait, on a changé le code EXA qui nous permet, nous, au moins de consommer une couleur qui est accessible parce que c'est quand même une couleur qu'on utilise sur nos boutons primaires. Donc voilà, c'est important de discuter avec ces équipes-là justement pour pas être pour après devoir recevoir des choses de ce côté-là et puis se dire bah mince comment on va faire avec les choix qu'ils ont fait nous sur le digital ça va être compliqué etc donc c'est vrai, chacun garde son expertise mais ça nous empêche pas d'échanger ensemble et de pouvoir contribuer comme ça quoi. Oui, un autre exemple, c'est la couleur de l'éco-design Mm. qui a été changée. Donc, dans ses premières variations, c'est exactement la même problématique que pour le bleu. C'est un peu plus récent. Donc là, il y a des guidelines qui ont été définies pour l'éco-design. Les guidelines, du coup, elles sont écrites pour le magasin, pour le Pour les produits, packaging, les pour produits les produits. éco-conçus. Ouais. Mm. Et donc, c'était une teinte de vert qui, en fait, n'était pas accessible. C'était un vert très clair qui, en fait, sur du blanc, n'est pas lisible et sur différents supports, du coup, posait des problèmes. Donc ça, c'est en discutant avec les équipes, les autres équipes que la nôtre, qu'ensemble, on est arrivé à une nouvelle couleur qui, elle, répond à nos critères. C'est un autre exemple. Ouais, c'est vrai, et quelque part, ça aussi, c'est une contribution. En fait, enfin, c'est vrai qu'on en a tous les jours. En fait, après, c'est à différents niveaux, quoi. C'est pas forcément des contributions de hey, salut, je viens, c'est tout prêt, tiens, tu peux l'utiliser. Ça part souvent d'une discussion, en fait. Oui. Ok, merci beaucoup. Une autre question, il y a un sujet que vous avez effleuré du doigt en fin de conférence, qui est les design tokens. Et pour la culture des jeunes étudiants qui sont là et aussi de tous ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est et du coup, qu'est-ce que ça va changer à Decathlon? Oui, alors, comment l'expliquer du coup sans rentrer dans dans des détails techniques pointilleux? Je pense qu'un développeur vous l'expliquerait bien mieux que moi. En gros, on va définir une variable, donc un élément qui va pouvoir changer, une donnée variable, qui va être consommée à la fois sur le web, sur iOS, sur Android, voire même encore ailleurs. On a aussi des montres connectées, etc. Et cette variable va être dynamique. Si vous connaissez un petit peu, si ça vous parle, une API, en gros, c'est une API design, en fait. C'est un endroit où il y a des données qui sont envoyées et qui sont consommées ailleurs. Nous, c'est ce sur quoi on travaille. On définit des variables. Donc, je vais vous donner très concrètement des exemples. Un texte qui est d'une couleur neutre, un texte qui est d'une couleur plus voyante, un texte comme ceci, comme cela. Et derrière, on va dire, le texte neutre, il est noir, le texte comme ceci, il est d'un gris plus clair. Ça, c'est la donnée du coup que nous, on lui donne. Côté développeur, quand ils écrivent, ils utilisent texte neutre. Donc si nous, de notre côté, on décide que le texte neutre, il est plus noir, et qu'on décide qu'il est vert, et bah du coup, sur tous ceux qui consomment cette variable, il deviendra vert. Donc ça veut dire sur iOS, sur Android, sur... voilà, en gros. Je ne sais pas si j'ai été très claire, n'hésitez pas à me re-questionner si vous voulez que j'explicite un peu plus. Donc c'est dynamique et c'est une variable définie de notre côté. C'est un design token en fait. C'est de l'automatisation, en fait. C'est vraiment pour nous, c'est des gros chantiers qui sont menés pour nous, pour éviter, en fait, de dire à nous, quand on changeait une couleur, alors on changeait la couleur, puis après on allait voir le web et puis on disait hé, coucou, on a changé de couleur, est-ce que vous voulez bien changer la couleur? Et puis après on allait voir les équipes d'iOS et on disait hé, coucou, on a changé la couleur de. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée à retenir, c'est vraiment de l'automatisation, quoi. C'est rationaliser finalement les choix de design pour qu'ils puissent être utilisés facilement côté dev. Que les designers parlent dès le début le langage des devs et qu'eux puissent du coup aller piocher plus facilement, C'est enfin ça. mettre plus de cohérence, C'est ça. effectivement. C'est ça, en suivant toujours la logique de l'atomic design aussi. Ok, ça marche, merci beaucoup. Euh, J'avais une question aussi sur l'équilibre au niveau de l'équipe Design System. Vous l'avez abordé au tout début et du coup je me souviens plus bien. Mais entre eux, notamment les forces côté dev et les forces côté designer. J'ai le sentiment qu'il y a plus de forces disponibles côté designer que côté dev. Est-ce que
C'est vrai et du coup, comment vous gérez ça au quotidien? Est-ce qu'un autre équilibre serait souhaitable ou est-ce que vous pensez que c'est le mieux possible? Oui, alors aujourd'hui, pour vous le redire, on a 2 designers à temps plein et un designer, à mi-temps, Marie. Et côté dev, du coup, on a, 2 développeurs à temps plein sur le web. Aujourd'hui, du coup, iOS et Android, c'est maintenu par la communauté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des gens qui dédient un petit pourcentage de leur temps. Ça va évoluer. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on se structurait, qu'on allait recruter. Donc là, la cible pour l'année prochaine, ce sera d'avoir toujours les mêmes personnes côté design et de recruter un développeur temps plein Android, un développeur temps plein iOS. On fera 2 personnes sur le web, une personne iOS, une personne Android dédiée. Et aujourd'hui, on a estimé en fait que dans ce format-là, ce serait satisfaisant pour nous pour avoir un rythme soutenable et régulier côté design et côté dev. Voilà en gros. Vivement l'année prochaine. OK, ça marche. C'est aussi, pour, ne pas avoir de différence de notamment délai de production, j'imagine, entre, les différents, Bah, que web, notre Android librairie iOS, elle et soit iOS et cetera. Ouais, voilà. complète. Exactement. Et que tout le monde en fait soit staffé de la bonne manière, qu'on n'ait pas de goulot d'étranglement parce qu'il y a quelqu'un qui est tout seul et qui n'arrive pas à absorber tout ce que les autres peuvent produire. Normalement, dans ce format-là, on devrait être bon. Et du coup, quels sont les est-ce que vous pouvez nous résumer, les outils que vous utilisez au quotidien, vous côté design pour maintenir le design system et même pour tous les aspects, de communication aussi et cetera? Yes. Alors du coup, bah, on a Figma qui est quand même notre outil principal, hein. On l'a pas dit du coup, mais quand on a démarré il y a un peu plus de 2 ans, il y avait pas, on n'avait pas Figma. Donc c'est pareil, c'est un outil qui nous a permis, parce on a démarré, je sais plus, il y avait plus d'une centaine de designers dans le monde. Et sans Figma, c'était très compliqué parce qu'en fait, on avait des choses sur les drives à gauche, à droite, etc. Donc, on avait vachement besoin aussi de rationaliser sur ça. Donc, l'adoption de cet outil, elle nous a vachement aidé à voir. Covid aussi. Oui, c'est ça aussi. Comme on a beaucoup travaillé en remote ces derniers temps, c'était aussi vachement plus facile de collaborer sur Figma que sur Sketch. On est passé par XD aussi. Enfin, on a un peu tout testé. Mais en gros, on a vraiment choisi Figma et nous, côté design system, ça nous a vraiment servi. Enfin, tu as montré les analytics, ça c'est quelque chose aussi qui nous permet, nous, de vachement avancer, de voir comment est consommé le design system. Puis après, bah, c'est des outils de projet, quoi. On a GitHub pour la documentation. Avant, on était sur... Enfin, pour la documentation, pour les tâches. Avant, on était sur Jira. Et on a aussi toute notre documentation, là, Decathlon.design, qui est sur 08 et une plateforme en fait de CMS dédiée au design system pour documenter quoi. Et oui, Storybook côté développeur. J'oublie certainement plein de trucs. Ouais, non, Sarbacca, on va pas en parler. Des outils de mailing. J'essaye de balayer tout ce qu'on vous a montré. On a des outils pour les mailing lists. On aimerait bien utiliser Airtable, on peut le dire peut-être. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Parce que justement, en termes d'analytics, tout ça, on a parlé de l'adoption de fournir un outil qui pourrait permettre de tester plein de choses. Donc, on teste des choses. Après, on est dans une grosse entreprise qui fait qu'on peut tester des choses. Par contre, à un moment donné où on choisit un outil, il faut qu'on rentre dans un process quand même particulier avec un contrat, des choses qui sont assez normées. Et du coup, voilà, on est quand même un peu contraint aussi par les choix d'outils de l'entreprise. Même si Figma, on a réussi à le faire accepter, mais ça a quand même été une procédure de 3 mois avec les équipes du légal, etc., pour vérifier que ça remplissait bien toutes les cases, quoi. Mais après, une fois qu'on l'a eu, c'était bien quand même. Et puis, effectivement, il y a Figma Token Le aussi. dernier aussi. On vient juste d'en parler. Pour nos tokens, on est parti sur un plugin qui s'appelle Figma Token. Si ça vous intéresse de regarder, qui est dispo, qui est aussi payant. Donc on a des licences Figma Token. OK, ça marche. Merci beaucoup. Aussi Du coup, des une des plugins si qui j'ai bien s'appellent- compris Ah, pardon, je pense qu'on a un décalage.
Je disais, on n'a pas parlé des plugins, si c'est intéressant aussi. Donc il y a Figma Token. Après, on en a certains pour l'accessibilité, pour vérifier les contrastes. Pour la maintenance du design system, on a des style organizers qui nous permettent, qui nous facilitent la vie quand on veut ranger des choses ou renommer en masse ou ce genre d'usage. C'est quelques plugins. Est-ce qu'il y en a d'autres, des plugins que vous utilisez au quotidien? C'est quoi pour l'accessibilité? C'est Stark? La traduction. C'est Contrast qu'on a pour l'accessibilité parce que Stark, il a un peu changé son fusil d'épaule, j'ai envie de dire. Enfin, au début, c'était gratuit, maintenant c'est payant. Donc, sur Contrast, moi, la fonctionnalité que je préfère le plus, c'est la possibilité de checker l'accessibilité sur un fond à multiples couleurs, quoi, un dégradé, ce genre de choses. En fait, il vient mapper il vient mapper, enfin, je sais pas, tous les 10 pixels ou j'en sais rien, les couleurs, en fait, et il donne l'accessibilité de gauche à droite sur tout le fond. Je trouve ça génial, quoi. Donc, il y a Google Sheet Sync qui est pas mal aussi. Donc ça, en fait, ça nous permet d'avoir des fichiers Google, des Excel, des fichiers Sheet avec des tableaux. Et on importe des données dans nos maquettes. Donc ça veut dire qu'on va juste définir en fait des endroits où notre contenu va atterrir. Ça nous permet d'importer en masse en fait des vrais contenus de pages de sites web directement dans nos maquettes et d'avoir des résultats visuels qui sont très réalistes en fait. On n'a pas parlé de FeedJam aussi. On utilise beaucoup FeedJam aussi, donc la feature de Figma qui ressemble un peu à Miro par exemple. On utilise beaucoup FeedJam pour nous de notre côté pour faire des rétros, tout ça, mais pareil, nous les designers chez Decathlon, pour faire de la research, pour faire des analyses de tests, des ateliers de co-création, ce genre de choses, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, tous ces exemples de plugins et d'outils. J'avais une question sur la partie, adoption, qui semble être quand même une métrique absolument, fondamentale, évidemment. Heu, Comment on fait pour augmenter l'adoption? Si tu as la réponse, on veut bien, on veut bien l'avoir. On fait plein de tests. Enfin, ce que je disais, après, on se rapproche le plus des utilisateurs. Et puis, en fait, on a dit on a 2 designers à 100%. Moi, je suis à la fois dans le design system et à la fois dans une équipe produit. Et cette position-là, elle est très cool parce qu'en fait, ça me permet aussi de remonter en direct les besoins que moi j'observe sur le terrain, même si des fois, c'est des choses très spécifiques. Et là, on va dire, non, on va pas prendre ça dans le design system parce que là, c'est vraiment très spécifique à votre business unit. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit créer en plus. Justement, on travaille sur ça, c'est expliquer que nous, on met à disposition plein de choses dans le design system, mais que s'il y a des choses spécifiques, métiers, auxquelles tu as absolument besoin, en fait, nous, oui, vas-y, crée-la, il n'y a pas de problème. En fait, crée-la et juste mets-la à disposition sur une librairie qui serait en fait quelque part un add-on du design system et qui viendrait compléter en fait ce que nous, on n'a pas. Et puis après, tu fais le mapping et en fait, si un jour ça devient dispo côté design system, tu viens reconsommer le design system. Et si c'est jamais dispo, en fait, c'est pas un problème en soi parce que, encore une fois, c'est comme elle disait Sabrina, il faut vraiment qu'on reste clair aussi sur ça, c'est que de garder quelque chose de simple et que si on commence à venir mettre du spécifique métier en fait dans le design system, on va perdre des gens parce qu'ils vont avoir du mal à comprendre à chaque fois à quel besoin vraiment ça répond, sauf les personnes à qui ça va être adressé. Donc c'est vraiment cette partie-là qui est importante, je pense. Oui, jusqu'à maintenant, on n'était pas objectivé. Je veux dire, Decathlon n'était pas objectivé sur le fait d'utiliser le design system jusqu'à aujourd'hui. Ça va un peu évoluer. Ça veut dire qu'en fait, si les gens l'utilisaient, c'est parce qu'ils y voyaient un bénéfice, qu'ils trouvaient ça utile, que ça servait leur quotidien, que ça leur permettait d'accélérer, ça facilitait la communication design dev. Donc en fait, c'est pour ces bénéfices qu'ils décidaient de l'utiliser. Aujourd'hui, ce vers quoi on veut aller, en fait, c'est vraiment une animation là-dessus, en se donnant des objectifs, en se disant ok, la prochaine fois qu'on se revoit, on aimerait bien être arrivé là à tel pourcentage de consommation.
Et pour faire ça, du coup, c'est tout le chantier qu'on est en train d'amorcer. On veut mesurer chez tout le monde, du coup, là où on en est concrètement aujourd'hui. Et c'est quoi le gap pour aller vers là où on veut aller, en fait. Après, dans l'équipe, nous, du coup, Marie, elle, dans son équipe, elle est la représentante du design system. On imagine un format où on aurait chacun des interlocuteurs un peu privilégiés, des référents, côté design system, pour remonter les besoins que Marie remonte naturellement parce qu'elle fait partie de l'équipe, en fait. Et c'est ce vers quoi on veut aller, ce qu'on veut structurer. Imaginer un format, en fait, où chaque designer de la core team à ses équipes et à leurs interlocuteurs pour prendre en compte leurs besoins, pour voir comment on peut aller vers les objectifs qu'on se donne. Et tout ça, c'est nos gros chantiers qui arrivent bientôt. Et puis on ne s'est pas animé tout de suite sur l'adoption. Pourquoi? Parce que aussi, c'est difficile de s'animer sur l'adoption avec un design system qui est pas complet. Donc en fait, on a attendu de pouvoir fournir le maximum de composants aux filles pour dire, bon bah maintenant, on sait qu'on a la base en fait pour créer des interfaces et qu'on répond à un pourcentage, on ne l'a pas calculé, mais qu'on répond quand même quasiment je sais pas, un pourcentage de besoins qui est quand même suffisant pour nous, pour dire, bon bah maintenant c'est bon, on va aller voir les équipes, on va les accompagner et on va échanger pour s'animer sur l'adoption, quoi. C'est en fait c'est en étape, quoi. C'est forcément s'animer sur l'adoption sur quelque chose qui répond qu'à 30% aux besoins, ça aurait été un peu difficile, en fait. Finalement, aujourd'hui, le design system Vitamine est arrivé à un stade finalement de maturité. On le disait, en fait, c'est un produit, C'est donc il vivant, sera ouais. jamais fini. Ouais. Et c'est là où il faut pas créer de confusion, mais même nous, quand on discute avec d'autres personnes en interne, il sera jamais fini. On pourra toujours rajouter, on pourra toujours améliorer. C'est un produit vivant. Mais par contre, aujourd'hui, on estime qu'on a un périmètre qui est satisfaisant pour couvrir en fait assez de besoins euh, pour pouvoir y aller en fait. Auparavant, c'était peut-être encore trop pauvre, mais aujourd'hui, le périmètre fonctionnel qu'on propose est OK pour aller vers d'autres objectifs, d'autres challenges dans l'équipe. Oui, de ce point de vue-là, ça peut peut-être être intéressant de s'inspirer des stades de maturité, notamment des organisations, pour imaginer un stade de maturité des design systems, puisqu'il y a aussi cette notion d'intégration finalement du design dans l'organisation, et le design system semble être un outil de choix pour faire ça. Oui. Ouais. Du coup, ouais, merci pour votre retour, et c'est très intéressant sur la structuration aussi de la communauté finalement, qui est un des prochains enjeux, si j'ai bien compris, de votre côté, de, heu, notamment pour susciter l'adoption, mais aussi du coup pour créer finalement des strates dans la communauté, peut-être davantage de strates que celles que vous avez montrées, en début de présentation, pour avoir des contributeurs clés finalement, des lead contributeurs ou qui seront chargés d'essaimer, des design systems. OK. J'avais une question aussi sur quelle est la place du management ou du top management sur le projet du design system chez Decathlon? Est-ce que, ils prennent beaucoup de place, ou est-ce qu'au contraire ils laissent, beaucoup faire? Est-ce qu'ils posent des métriques à atteindre? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on a été quand même très chanceux, en toute transparence, hein. On a la chance chez Decathlon, on est en pleine structuration, pour vous expliquer ce qui se passe en interne. Et les équipes sont en train de se structurer. On a recruté des nouveaux leaders dans les équipes qui viennent de grosses entreprises. Notre boss est un ancien de chez Google. On a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, qui vient de chez Samsung. Donc c'est des personnes en fait qui sont très sensibilisées à tous ces sujets-là, et qui sont très matures en fait sur la valeur que peut apporter un design system. On a pas mal de chance jusqu'à maintenant, c'est qu'on nous fait très confiance. Oui, c'est bien, on n'a pas eu besoin d'expliquer en fait. Ouais. Et on reconnaît en fait la valeur du design system. Donc aujourd'hui, on va vers de la mesure, de l'adoption, vers du tracking, mais on n'est pas, on est très autonome et responsable sur notre périmètre. On nous fait vraiment confiance sur ce qu'on peut mettre en place, et on nous donne les moyens de le mettre en place. Par exemple, là, les nouveaux recrutements qu'on va pouvoir lancer, c'est grâce à la confiance qu'on nous donne qu'on peut aller vers une équipe qui se structure et qui va devenir plus solide.
OK, ça marche, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, pour finir en beauté. Est-ce que, quels seraient les conseils que vous donneriez, à, des designers, juniors qui pourraient évoluer dans des organisations où le design system va prendre de plus en plus de place? Quels conseils vous pourriez leur donner, s'emparer de cet outil-là? Tu veux démarrer? Ouais, enfin, moi je trouve que c'est une formidable opportunité. Enfin, quand je compare par rapport au fait d'arriver puis de se retrouver avec 15 000 kits et tout, enfin, quand tu as déjà une organisation qui est bien posée avec des guidelines et tout, bon, moi je dirais, je m'en emparerais facilement, quoi. Je me dirais, c'est cool d'avoir tout ça à disposition. Après, ce que je dirais comme conseil, c'est vraiment, par contre, quand on ne trouve pas la réponse dans un design system ou dans une documentation, c'est de ne pas hésiter à aller vers les personnes pour poser les questions, à vraiment à échanger au maximum, à s'ouvrir aux autres au maximum, en fait, pour s'imprégner de la culture de la boîte, d'essayer de comprendre comment les choses, elles fonctionnent et de rencontrer les gens, en fait, parce que, enfin, très idéaliste ce que je vais dire, c'est un peu en mode bisounours, mais c'est quand même ça aussi qui fait, enfin, quand on se crée son petit réseau dans une entreprise, c'est ça aussi qui permet d'être au courant des derniers trucs ou de... Enfin, nous, on a des fois, on a la question, on rencontre des gens qui disent oui, mais j'ai pas trouvé ça, donc j'ai pas osé le faire, etc. Mais bah non, mais en fait, c'est pas une question d'oser, c'est au contraire, enfin, si t'as pas trouvé, c'est peut-être pas forcément parce que t'as pas le droit de faire, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas pensé à te le proposer, ou et si tu le dis pas, en fait, on peut pas le savoir. Donc, en fait, faut pas hésiter à donner du feedback, à même pas forcément rechallenger direct, hein, si on est junior et qu'on vient d'arriver, mais peut-être poser les questions, en fait. Poser les questions pour, pour être sûr d'avoir bien compris ou voilà, pour se dire voilà, j'ai tel besoin et puis peut-être que ça va aider l'équipe qui est en place du coup à se dire en fait c'est super le feedback que tu nous fais parce que du coup on a un trou dans la raquette donc on aime bien les métaphores sportives, hein, chez Decathlon. C'est la première qu'on sort quand même, ça fait plus de 50 minutes parce qu'après on a les terrains de jeu, tout ça. Mais ouais, voilà, moi, je sais pas, c'est le conseil que je donnerais. D'être hyper ouvert et de pas oser, poser des questions, voilà, d'oser sortir un peu de sa coquille pour poser des questions et s'ouvrir un peu au système qui est en place. Elle est top, ta réponse, je sais pas quoi rajouter de plus, hein. Non, oui, je reviens complètement sur ce que tu dis. J'aurais peut-être un complément, c'est de s'emparer du design system, de l'utiliser, et si quelque chose ne vous convient pas, ne répond pas à votre besoin, vous demandez pourquoi. D'abord, vous posez la question, ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est quelque chose qui me manque? Est-ce que j'aurais fait autrement? Et en fait, à partir du moment où vous avez la réponse, ça vous permet de formuler votre feedback derrière pour aller suggérer des améliorations. Et vraiment prendre cette posture, en fait, c'est ce que tu disais, de ne pas hésiter, oser à aller poser des questions, etc. Et, euh, et en fait, vraiment partir dans une optique d'amélioration. Apporter votre pierre à l'édifice et ne pas venir en tant que casse-pied, quoi. Vraiment, vous impliquer, essayer d'améliorer l'existant plutôt que se dire ah ben non, tant pis, je me fais mon truc dans mon coin, en fait. Essayer de contribuer à une Je détache le communauté. composant. Je Et détache il y le a, composant. il y a plein de mèmes sur Twitter sur ça. C'est le designer qui, quand il a détaché le composant, son état, il est déconfit. Exactement. Ouais.